Salut les loutres, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ / Get to Know Me, histoire de faire un petit peu plus connaissance et surtout répondre à beaucoup de questions qu'on me pose régulièrement. Alors posez-vous confortablement et avant même de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre évidemment sur les Instagram pour être au fait de tout ce qui se passe sur Northern Oracle et bien sûr vous avez toujours accès à mon site internet northernoracle.com pour mes services. Bon, j'ai essayé de structurer un petit peu tout ça, donc on commence directement avec la question numéro 1. Depuis quand es-tu chaman? Alors ça fait depuis 2013 que je fais des rituels chamaniques et ce genre de choses. Pour autant, la casquette de chaman entre guillemets, c'est une casquette que j'ai commencé à porter, à mettre à partir de 2020, je pense, à partir du confinement. C'est à partir de là que j'ai développé mes dons, que j'ai commencé à faire des trans et des voyages pour d'autres personnes, que j'ai commencé à faire des soins et ainsi de suite. Donc je pense que si on devait dater ça, je dirais que c'est à peu près depuis le premier confinement de 2020. Après évidemment, je faisais déjà des trucs pour moi-même depuis un bon moment, mais est-ce que ça faisait de moi un chaman à ce moment-là? Ça, j'en sais rien. Nous voilà donc à la question numéro 2. Comment as-tu su que tu étais chaman? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais plutôt que ça m'est un peu tombé dessus. J'ai commencé à faire de plus en plus de choses pour d'autres personnes. Ça a pris de plus en plus d'ampleur. Ça a été de plus en plus simple à faire. Ça a été de plus en plus cohérent. Et surtout, ça m'a attiré de plus en plus. Et je dirais qu'au bout d'un moment, bon, ben après en avoir fait beaucoup pour d'autres personnes, je pense que c'est à peu près à ce moment-là que j'ai pu, entre guillemets, porter la casquette de chaman. Et donc me retrouver devant vous aujourd'hui à vous expliquer tout ça. On enchaîne directement avec la question numéro 3 qui était: tu te sens proche de quelle divinité? Alors là, clairement, sans hésiter, je me sens plus proche des divinités nordiques que n'importe quelle autre, et d'autant plus proche de Hela, la déesse des enfers avec laquelle j'ai pu faire un pacte. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui est plutôt cool. Bien évidemment, je me sens aussi très connecté à Odin, le dieu des dieux que je prie tous les jours, et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai aussi fait un pacte avec un dieu primitif d'un autre panthéon que le panthéon nordique. Pour autant, il m'a interdit de parler de tout ça pour l'instant, donc ça doit rester secret. Peut-être qu'un jour, et je l'espère, je pourrai partager tout ça avec vous. Et on passe directement à la question numéro 4 qui était: est-ce que ça t'arrive de douter parfois? Alors la réponse est oui, évidemment, comme tout le monde, hein. Pour autant, il y a certains sujets sur lesquels je ne doute pas, comme ma foi en mes dieux ou en mes guides par exemple. Ce qui veut dire que quand ils me donnent une information ou une réponse à une question, je ne remets pas en cause ce qu'ils ont pu me dire. Pour autant, ça m'arrive de douter quand je me retrouve dans des situations un petit peu bancales une fois dans les autres mondes, quand je vois la limite de mes capacités arriver, que je vois que je vais pas pouvoir faire plus, je vais pas pouvoir me protéger davantage par exemple, et que je me retrouve confronté à quelque chose de plutôt balèze. À ce moment-là, je peux avoir quelques doutes, et évidemment la première chose que je fais, c'est que je me réfère à mes guides et je leur demande un appui, je leur demande ce que je dois faire. Évidemment, je le fais rapidement parce que ça pourrait peut-être dégénérer entre guillemets, et donc je me réfère à mes guides et peu importe ce qu'ils me disent, j'agis exactement comme ils m'ont dit de le faire. D'où l'intérêt de savoir se connecter avec ses guides et de faire ça en priorité avant de vouloir faire des choses qui pourraient dépasser nos propres limites. Et on passe directement à la question numéro 5 qui était: est-ce que tu fais souvent des rituels type pleine lune ou autre? Alors disons que pour la pleine lune, oui, je fais une transe et un mini rituel par pleine lune. Pour autant, il y a plein d'autres fêtes que j'aimerais fêter, même les fêtes de sabbat, hein, que ce soit Beltane, Yule ou ce que vous voulez. C'est pas forcément des moments où j'ai le temps de faire des rituels, où j'ai le mindset et l'énergie pour ça. Donc ça m'arrive d'en sauter comme tout le monde. Ça m'arrive de pas être hyper assidu là-dessus, et je pense que c'est bien de pas être chiant et de se forcer à faire des rituels. Je fais uniquement les rituels qui me parlent et quand je pense que c'est le moment de le faire. Ostara, Lita, Samhain, c'est vraiment les 3 rituels que je vais pouvoir sacraliser le plus, et puis entre ça, j'essaie de faire de mon mieux, et comme je vous ai dit, un par pleine lune, ça c'est sûr, et c'est vraiment des trucs qui peuvent être très basiques, hein. Quand je suis en semaine chez moi, je m'amuse pas à commencer à monter un chapiteau et à faire un truc de fou. Je crame une bougie, je fais un peu de fumigation, je fais un voyage, une transe, puis voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de faire non plus des trucs particulièrement fancy. Dites-vous bien, quand ça vous fait chier de le faire, ça sert à rien de le faire. Donc faites vraiment des trucs qui vous parlent à vous, et puis gardez les choses simples. Il n'y a pas besoin on n'est pas filmé, on n'est pas en train de poster des trucs sur Insta. Un rituel, ça doit rester simple, ça doit rester vrai. Disons que ça doit être fait avec le cœur. On passe maintenant à la question numéro 6 qui était: est-ce que tu fais souvent des trans chamaniques? La réponse est non, pas tant que ça. Alors ça dépend de ce que tu entends par trans chamanique. Si tu parles de trans chamanique, pour moi personnellement, alors non, j'en fais plus beaucoup. À un moment, j'en faisais vraiment tous les jours. Chaque matin, j'en faisais une. Maintenant, j'en fais plutôt 1, 2, 3 par lune peut-être, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport à avant. Pour autant, des trans chamaniques pour d'autres personnes, donc quand je fais des soins ou des guidances, ça évidemment j'en fais tous les jours quasiment, mais c'est pas des trans que je fais pour moi. Les trans que je fais pour moi, c'est vraiment épisodique. J'ai beaucoup trop de choses à faire en ce moment pour passer trop de temps dans les autres mondes, quelque chose qui est un peu regrettable, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que tout fonctionne bien d'un autre côté. Donc voilà, je prends ce que j'ai à prendre au moment où j'ai à le prendre.
tout simplement. On passe maintenant à la question numéro 7 qui va être très rapide puisque c'est quel âge as-tu? Eh ben, j'ai 32 ans, je les ai eus le 14 avril. Et on enchaîne donc directement avec la question numéro 8 qui était as-tu d'autres projets pour Northern Oracle que tes vidéos? Évidemment, j'ai d'autres projets, c'est par contre des choses que je peux pas mettre en place comme ça en claquant des doigts. J'aimerais faire par exemple des formations. Alors les formations, je pensais plus à des choses comme développer ses dons de voyance ou des choses comme ça, plutôt que de faire des formations sur devenir chaman ou enfin des trucs de ce style. Déjà parce que moi j'ai jamais été formé par quelqu'un pour ça, c'est mes guides qui m'ont formé et donc c'était quelque chose qui était vraiment adapté à moi. J'ai posé les questions à mes guides en fonction de ce que je pensais avoir comme lacune et donc ils ont pu m'aider là-dessus. Je vois pas comment je pourrais vous redonner ça, sachant que moi ça vient de mes guides. Mes guides vont pas venir vous apprendre à faire du chamanisme. Par contre, vous pourriez peut-être le faire vous-même en vous connectant à vos guides et c'est aussi pour ça que je donne autant de clés, que j'essaye autant de vulgariser les choses pour que vous puissiez aller en transe, que vous puissiez vous connecter avec vos guides et donc potentiellement apprendre de vous-même. Après, il y a d'autres choses que je pourrais vous aider à développer, comme le fait d'être passeur d'âme, comme peut-être la clairvoyance, la clairaudience, comme je vous ai dit, la médiumnité, pourquoi pas, utiliser une énergie ou se connecter à une divinité, ça pourrait être des choses que je pourrais retransmettre dans le futur. Sinon, j'aimerais beaucoup faire des retraites chamaniques ou des cercles de rituels sacrificiels privés. Vous savez que je pratique les suspensions corporelles. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo que j'ai fait là-dessus et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec vous parce que je pense qu'il n'y a pas plus fort, clairement, il n'y a pas plus fort comme rituel chamanique. Je pense qu'il n'y a rien qui pourra vous faire avancer comme la suspension pourra vous faire avancer et donc en ça, je pense que ça pourrait être super sympa de le partager avec des personnes qui seraient intéressées pour vraiment avancer sur leur route et disons même plutôt être propulsés dans l'espace plutôt que de mettre gentiment un pas devant l'autre. Et on enchaîne donc avec la question numéro 9 qui était quel type de musique tu écoutes pendant tes voyages? Alors ça c'est vraiment un truc qui vous intéresse de ouf. Moi c'est très simple, c'est du tambour chamanique. Je privilégie toujours des sons qui sont très longs, 45 minutes minimum ou 1 heure pour pas avoir de coupure pendant le truc. Ça crée un pattern je trouve et c'est vraiment agréable d'avoir une seule musique, un seul rythme qui dure ou qui va être évolutif mais progressivement, vraiment pas quelque chose qui change toutes les 3 minutes. Ça m'intéresse absolument pas. Et sinon j'apprécie aussi beaucoup les artistes du style Metatron Omega qui font des musiques très dark, très lancinantes. On entend des bruits de portes grincer, on entend le vent s'engouffrer dans des fenêtres cassées ou je sais pas, ça crée un univers comme ça autour de nous qui est relativement dark, qui peut être angoissant dans certaines situations. Pour autant, moi personnellement, ça m'emmène dans des strates et dans des mondes qui me sont difficilement atteignables avec du tambour chamanique classique. Évidemment, je vous mettrai les musiques que j'écoute le plus dans la description de la vidéo si vous voulez aller checker tout ça. Et on passe maintenant à la question numéro 10 qui était travailles-tu avec beaucoup de guides? La réponse est non, je ne travaille qu'avec 2-3 guides principalement parce que les autres de mes guides, disons, ils sont là pour m'aider moi sur d'autres sujets. Ils sont pas là pour m'accompagner dans le chamanisme en tant que tel. Donc, ils n'ont pas lieu d'être là constamment. Il y a bien sûr Uppsala qu'elle a tout le temps, c'est ma grenouille cosmique. Ça, c'est elle qui m'a tout appris quasiment. C'est vraiment le boss final de mes guides, quoi. Et pour autant, c'est pas mon animal totem principal. Hein. Il y a Absolem qui est là, pas tout le temps dans mes soins ou mes guidances ou quand je travaille. Pour autant, c'est lui qui fait le lien entre moi et les dieux. C'est vraiment le messager divin. Donc, il a une grande utilité quand même pour moi. C'est vraiment un des animaux avec lequel je travaille le plus, mais c'est pas celui qui est le plus en lien avec moi pour tout ce qui est chamanique. Et on passe désormais sur un autre petit groupe de questions qui sont en lien avec les soins et les services que je propose. Et en numéro 1, quelle est la différence entre un soin et une guidance? Alors là, c'est assez simple. La guidance, c'est vraiment uniquement de la prise d'informations. Donc je me connecte avec vous, avec votre âme, avec vos guides, et je récupère les informations qu'ils me donnent. Donc je récupère les réponses à vos questions, je récupère les messages que les guides auraient pour vous, ou peu importe ce que les oracles auraient à vous dire, et donc ça s'arrête là. La guidance, c'est vraiment uniquement de la prise d'informations. Et les soins chamaniques, ça ressemble aussi un petit peu à une guidance, parce qu'il va y avoir aussi de l'information qui va être récupérée. Pour autant, c'est pas l'objectif principal. L'objectif, c'est d'apporter un soin. Donc ça pourrait être pour lever des blocages, ça pourrait être pour rééquilibrer des choses, ça pourrait être pour faire un recouvrement d'âme par exemple, aller rechercher des fragments que vous auriez perdus, ça pourrait être pour aller visiter une vie passée et régler des choses dans cette vie passée. Enfin, bref, les possibilités sont infinies je dirais, mais dans tous les cas, le but premier, c'est d'agir sur quelque chose, alors que la guidance, c'est juste de récupérer les informations. Et on enchaîne directement avec la question numéro 2 qui était comment un soin peut-il fonctionner à distance? Alors ça, c'est vrai que ça intrigue beaucoup les gens qui n'y connaissent pas grand chose en énergie, en ésotérisme, en chamanisme et tout ça. Pour autant, dites-vous bien qu'une énergie n'a pas de barrière physique. C'est pas parce qu'on a un pull que l'énergie ne va pas passer. C'est pas parce qu'on est sous une couverture ou une couette que l'énergie ne va pas passer. Et donc en ça, il n'y a aucune limite. Et quand on se trouve à distance notamment, on va pas faire le soin exactement de la même manière qu'on le ferait en présentiel. Ça veut dire que on va envoyer l'énergie à l'âme de la personne et pas à
à la personne, entre guillemets, qui pourrait se trouver physiquement dans notre monde. Et on passe maintenant à la question numéro 3 qui était, est-ce qu'on peut aussi travailler sur les animaux en chamanisme? Alors là, la réponse est oui, clairement. On peut bosser sur absolument tout ce qu'on veut. On peut bosser sur les pierres, on peut bosser sur les plantes, on peut bosser sur les pièces, sur les habitations, sur les personnes, évidemment. Ça, il n'y a évidemment aucune limite à ce sur quoi on peut travailler en chamanisme. Et enfin, on arrive à la question numéro 4 de cette petite rubrique. Est-ce que tu utilises ton énergie personnelle quand tu fais des soins? Alors, comme tout le monde, j'ai un petit sac d'énergie personnelle quand je me lève le matin. Ce petit sac, il va être consommé tout au long de la journée. Donc, si j'ai des soins à faire, je vais forcément consommer plus d'énergie qui se trouve dans ce petit sac que si j'avais rien foutu et que j'avais larvé toute la journée sur le canapé. Ça, c'est sûr. Pour autant, j'utilise pas cette énergie-là précisément pour faire les soins aux personnes. L'énergie que j'utilise, c'est une énergie chamanique et c'est une énergie qui me provient d'une divinité à laquelle je me connecte pour pouvoir faire le soin. Ce qui évite clairement de défoncer mon petit sac d'énergie pour que je puisse être encore vivant à la fin de la journée. Et on passe maintenant sur un autre petit groupe de questions qui est lié au chamanisme. Et on commence avec la numéro 1 qui était: est-ce que la transe c'est dangereux quand on est tout seul? Ah, ça c'est quelque chose qu'à la vie dure, hein. La transe chamanique c'est dangereux, le lien il est vite fait, hein, surtout pour les gens qui y connaissent rien. Alors, est-ce que c'est dangereux? Non, clairement, vous pouvez faire autant de transe chamanique que vous voulez. Ce qui est dangereux, c'est pas la transe chamanique, c'est ce que vous allez faire pendant la transe. Si vous cherchez à vous connecter avec des esprits, avec des entités, avec des défunts, avec des personnes même tout simplement qui sont vivantes dans ce monde-là, mais se connecter à une âme sans savoir le faire, par exemple, là, vous allez peut-être vous exposer à des problèmes. Mais si vous faites des trans juste pour vous-même et allez vous connecter avec vos guides, vous ne risquez absolument rien. Surtout que je vous rappelle que vos guides sont là pour vous protéger à chaque instant. Donc peu importe ce qui va se passer, si vous êtes avec eux, vous ne risquez rien. Sauf si vous allez faire des trucs chelous, évidemment. Donc est-ce que c'est dangereux de faire des trans? Non. Est-ce que c'est dangereux de faire des trucs chelous pendant les trans? Oui. Et on passe maintenant à la question numéro 2 qui était: est-ce que tout le monde peut être chaman? Alors là, la réponse est oui et non. Je pense que tout le monde ne peut pas être chaman dans le sens où on a tous des chemins de vie différents et on a tous des choses à régler dans notre vie avant de pouvoir aider les autres. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on peut être chaman? Non. Pour autant, est-ce qu'on peut tous utiliser des choses qu'un chaman pourrait utiliser? Oui, donc ça veut dire que vous pourriez faire des trans, vous pourriez utiliser une énergie, vous pourriez, je sais pas, faire des rituels et ce genre de choses. Ça, c'est possible. Est-ce que vous pouvez pour autant le faire pour aider les autres? Ça, je pense pas que ce soit possible. Je pense qu'il faut déjà avoir beaucoup avancé sur votre chemin pour pouvoir aider les autres à avancer sur le leur. Et on passe maintenant à la question numéro 3 qui était: quelles sont les pratiques que tu ne recommandes pas en chamanisme pour les néophytes? Bon, si vous me suivez déjà depuis un moment, vous savez ce que je déconseille. Clairement, l'utilisation de psychotropes pour faire des trans, je pense qu'il faut déjà commencer à apprendre à nager dans un pédiluve avant de faire un saut directement en plein milieu du Pacifique. Et même une fois qu'on a appris à nager dans le pédiluve et qu'on est à l'aise dans le bassin olympique, ça veut pas dire qu'on a besoin d'aller se jeter en plein milieu de l'océan pour voir ce qui se passe. Comme je le dis toujours, connectez-vous d'abord avec vos guides avant de faire quoi que ce soit d'autre dans les autres mondes, ça évite énormément de problèmes et ça évite les mauvaises expériences. Et bien sûr, de réclamer vengeance, de faire des rituels pour offrir des choses aux esprits et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est des choses qui sont à manipuler avec précaution et donc je pense que c'est vraiment pas du tout à la portée des néophytes. Et on est déjà à la 4e et dernière question de cette petite rubrique sur le chamanisme qui était: on m'a dit que j'étais passeur d'âme, comment le savoir? Alors déjà, est-ce que tu as l'impression de pouvoir voir, entendre, ressentir des choses que les autres ne voient pas autour de toi? Si c'est le cas, c'est que potentiellement tu arrives à percevoir entre guillemets les âmes et donc tu pourrais les aider à monter. Parce que je te rappelle que si tu es assez éveillé pour pouvoir écouter entre guillemets ce qui se passe dans les autres mondes, les âmes elles vont le voir. C'est comme si tu as une petite lumière au-dessus de toi, tu as une petite lanterne et donc tu vas être leur lumière à elles parce qu'elles sont peut-être perdues et elles sont peut-être à la recherche de quelqu'un qui pourrait les aider à trouver leur voie. Et à ce moment-là, il faudra leur ouvrir le passage. Pour ça, il y a des petites formations qui sont relativement abordables, je pense, mais je pense aussi clairement que tu peux le faire en lien avec tes guides. Ils peuvent tout à fait t'aider et t'apprendre à faire passer les âmes pour que ça reste safe pour toi, évidemment, et que tu puisses le faire aussi souvent que tu en as le besoin. Ensuite, on passe sur une autre petite rubrique avec les interrogations qui sont liées au danger. Alors, question numéro 1, est-ce que tu as déjà été attaqué ou as-tu déjà expérimenté un downside dans le chamanisme? Alors, la réponse est oui, j'ai déjà été attaqué dans des trans, j'ai déjà été attaqué hors de trans, donc dans mon état normal de conscience. Pour autant, c'était vraiment des choses qui étaient minimes. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a voulu entrer en contact d'un point de vue négatif avec moi, j'avais suffisamment de protection pour pouvoir le bloquer avant même qu'il fasse quelque chose. Donc, pas de souci là-dessus. Pour ce qui est du downside dans le chamanisme, personnellement, je n'en vois absolument aucun. Je pense que c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de magique, qui va vous faire évoluer et vous rapprocher à fond de votre axe principal, de votre chemin de vie. Je pense qu'il y a limite rien de mieux pour ça. On passe à la question numéro 2 qui était:
As-tu déjà vu des choses étranges pendant tes voyages? Alors oui, ça c'est vraiment quelque chose de classique et régulier, surtout si on fait des trans pour d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses et de visions qui nous appartiennent pas, donc on sait pas du tout pourquoi on les voit. Et il y a des choses qui peuvent être particulièrement trash, il y a des choses qui peuvent être particulièrement difficiles à voir, surtout que les images qui se présentent, elles peuvent être liées à des émotions aussi et des choses comme ça. Donc on peut avoir le ressenti, on peut avoir l'odeur, on peut avoir les sons, on peut avoir la vision, et tout ça entier, ça peut faire un cocktail qui peut être parfois un petit peu intense. Mais bon, quand on a l'habitude de faire ça et qu'on est dans une thématique d'accompagnement, c'est vraiment des choses qu'il faut être prêt à voir et à, disons, à manipuler dans les autres mondes. Et ça nous amène à la question numéro 3 qui était: as-tu déjà été confronté à quelque chose de vraiment malveillant? Alors oui, j'ai déjà été confronté à certaines choses qui étaient plus ou moins malveillantes. Est-ce que c'était des démons bibliques qui veulent la fin des temps et puis posséder tous les êtres humains? Non, clairement pas. Ça m'arrive régulièrement de trouver des entités qui sont accrochées sur des gens. Dans l'écrasante majorité des cas, c'est des espèces de petits vampires d'énergie, des petits suceurs d'énergie qui viennent grappiller ce qu'ils peuvent grappiller. Donc les personnes sont pas hyper rayonnantes, mais il n'y a rien de tragique. Ça m'est quand même arrivé tomber une ou deux fois sur des entités qui étaient particulièrement malveillantes. Elles n'étaient pas plus puissantes que d'autres, elles se nourrissaient vraiment de négativité, d'énergie vraiment sombre, et c'était même un petit peu flippant parfois parce que c'était souvent des entités que je pouvais voir devant moi. Disons que je pouvais les voir derrière la personne quand elle était en train de me parler. Et donc là où c'était encore plus flippant, je dirais, c'est le fait que je vois l'entité, je vois l'emprise qu'elle a sur la personne. Par exemple, je la vois avec ses mains posées juste autour du cou de la personne, comme ça. Et la personne, elle me dit à ce moment-là, j'ai du mal à respirer, j'ai l'impression qu'on m'étouffe, qu'on me serre la gorge, par exemple. Et je vois cette entité noire derrière en train de lui tenir la gorge depuis 10 minutes. Et ce qui est un petit peu tricky là-dedans, c'est que l'entité, elle capte rapidement que je sais. Et donc, elle sait que je sais, et moi, je sais qu'elle sait que je sais. Donc, en fait, ça fait une espèce de cercle bizarre où l'entité, elle commence à être de plus en plus agressive, de plus en plus méfiante, on va dire, enfin, de plus en plus rusée, comme ça. Et elle veut absolument pas, bien sûr, que je rompe le lien qui la lie à la personne qu'elle est en train de vampiriser. Donc à ce moment-là, elle peut essayer de s'en prendre à moi, elle peut essayer de graviter autour et ainsi de suite. Et donc, je ne touche jamais à rien avant d'être complètement sûr d'être protégé à 100%. Et on passe maintenant sur les demandes diverses que vous auriez pu me faire. Avec la numéro 1, peux-tu parler des runes? Alors oui, je peux parler des runes, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé depuis ma vidéo sur mes supports Oracle que j'utilise. Donc je vous ferai une vidéo sur les runes. Je sais pas encore comment je vais la faire parce que je vais clairement pas vous faire un truc qui va vous expliquer ce qu'est chaque rune, parce que ce serait vraiment long et fastidieux, et puis on n'est pas à l'école. Je pense qu'il y a des livres pour ça où il y a tout ce que vous voulez, mais je peux quand même parler des runes pour vous expliquer dans la globalité ce que c'est et comment les utiliser, comment faire des tirages de runes par exemple. Ça peut être intéressant parce que c'est vraiment des trucs qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. Et on passe maintenant à notre point numéro 2 qui était: peux-tu nous expliquer comment travailler avec une divinité? Alors oui, ça pourrait être une vidéo qui pourrait être super intéressante, pour autant je pense que c'est bien d'avoir déjà validé un certain nombre d'étapes avant de vouloir se connecter avec une divinité. Si on n'est pas capable de parler avec ses guides ou de rentrer dans la transe ou de se recentrer suffisamment, disons, pour pouvoir écouter ce qui se passe autour de nous, d'un point de vue clairvoyance, clairaudience, tout ça, je pense que il faudrait déjà faire tout ça avant d'en arriver là. Mais pour tous ceux qui sont déjà à cette étape-là, qui savent déjà parfaitement communiquer avec leur guide et ainsi de suite, écouter les signes, lire les oracles et tout ça, je pense que ça peut être effectivement quelque chose de super à partager. On arrive sur le point numéro 3 qui était: peux-tu faire un voyage guidé pour rencontrer son animal totem? Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu controversé, je sais pas si j'ai envie de le faire ou pas. Il y en a déjà des millions sur YouTube. Est-ce qu'il y a besoin que j'en fasse une aussi? Je ne sais pas. Si c'est quelque chose qui réellement vous ferait envie, j'essaierai de vous faire tout ça à ma sauce, et qui sait, peut-être que ça vous plaira. Et on arrive au dernier point de cette vidéo et donc aussi de cette rubrique: peux-tu faire plus de voyages audio? La réponse est oui, j'en ai déjà tourné pas mal, j'en ai déjà tourné 4 ou 5 je crois, et je compte en sortir potentiellement à chaque sabbat, ce sera assez cool, mais aussi entre les sabbats pour des choses diverses et variées, pour des voyages comme ça, simplement un petit moment pour se poser. Surtout qu'il y a beaucoup de retours positifs par rapport aux voyages que je vous ai déjà fait. Il y a énormément de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient rencontré leurs animaux totems grâce à ça, alors que c'était pas spécifiquement le but premier, hein. Donc ça me motive carrément à en faire, et je me dis pourquoi pas en sortir une semaine sur deux, un audio puis une vidéo YouTube, un audio puis une vidéo YouTube. Ça pourrait faire un roulement super cool, ça nous ferait 2 vidéos par mois et 2 audios, donc 2 méditations par mois. Je pense que c'est pas mal.
Et voilà les loutres, cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à aller voir mon site northernoracle.com si vous avez besoin de mes services. Je vous rappelle que l'énergie n'a pas de frontières, donc on peut faire ça tout à fait à distance comme en présentiel. Donc si vous avez besoin de soins ou de guidance ou je ne sais quoi, contactez-moi directement et je vous répondrai le plus vite possible. Je vous invite aussi à me suivre sur les Instagram pour être au fait de tout ce qui se passe sur Northern Oracle. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir pour les prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, continuez de faire vos petites expériences et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.